Rolls-Royce fabrique certaines des voitures les plus luxueuses au monde. Mais c'est marrant de penser que cette boîte à plusieurs milliards a commencé de façon super modeste. Tout a commencé avec un gamin pauvre qui vendait des journaux dans la rue juste pour pouvoir manger. Malgré son manque d'éducation, il est devenu un ingénieur talentueux et, avec seulement 20 livres en poche, il a monté une boîte à 1 million vendant des machines électriques. Mais sa vie a pris un tournant quand il a acheté sa première voiture, dont les performances n'étaient pas du tout à la hauteur de ses attentes. De la perfection. Alors il a décidé d'en construire une lui-même. En quelques années à peine, ces voitures fraîchement fabriquées étaient parmi les plus fiables, silencieuses et puissantes du marché, ce qui a fini par transformer sa boîte en l'une des marques de voitures les plus élégantes et convoitées du secteur. Voici l'histoire incroyable de Rolls-Royce et comment un gamin pauvre a créé certaines des voitures les plus chères du monde. Henry Royce. Henry Royce est né dans un petit village appelé Alwalton, en Angleterre, le 27 mars 1863. En tant que benjamin d'une fratrie de 5 enfants, Henry. J'ai grandi dans une famille pauvre qui galérait à faire tourner un moulin à farine. En 1867, l'affaire a fait faillite. Du coup, la famille Royce a dû déménager à Londres, où le père d'Henry a trouvé du boulot dans un autre moulin à farine. Malheureusement, le salaire ne suffisait pas à joindre les deux bouts. Et à seulement 4 ans, Henry a commencé son premier job, faire fuir les oiseaux dans un champ de maïs pour aider sa famille. Malheureusement, ça a empiré. Quand Henry a eu 9 ans, son père est décédé. Il bossait à 2 tafs juste pour pouvoir manger, vendant des journaux le matin et livrant des télégrammes le soir. Mais peu importe à quel point il se démenait, ça n'était jamais assez. Au final, la situation désespérée de la famille a poussé sa mère à l'envoyer vivre chez un vieux couple, en espérant que son fils puisse avoir une vie meilleure. Mais la vie là-bas était tout aussi dure. La plupart des soirs, le seul repas d'Henry, c'était du pain trempé dans du lait. Et à 14 ans, il n'avait réussi à finir que 2 ans d'école. Éducation. Un jour, sa tante est venue lui rendre visite et a été vraiment impressionnée par la ténacité et le sérieux de Henry. Elle pensait qu'il méritait mieux qu'une vie de galère. Du coup, elle a rassemblé un peu d'argent et l'a inscrit à un apprentissage chez la Great Northern Railway Company à Peterborough. C'est là que Henry a trouvé sa vraie vocation, le génie mécanique, et il passait presque tout son temps à étudier et à s'entraîner avec des outils le soir, après les cours. Même en vendant des journaux, il est devenu un mécanicien doué, il apprenait tout ce qu'il pouvait avec sérieux et précision. Malheureusement, l'argent que sa tante lui avait donné n'a duré que 3 ans. Du coup, Henry a dû arrêter son apprentissage. Pourtant, grâce à ses nouvelles compétences et connaissances, il a été embauché à la Electric Light and Power Company à Londres. Dans son nouveau boulot, Henry bossait sans relâche, sautant souvent des repas pour bidouiller des composants électroniques. Et à 18 ans, il avait assez économisé pour s'inscrire à des cours du soir en électricité. L'ingénierie. Sa forte éthique de travail a finalement payé en 1882, quand Henry a été promu chef électricien chez Maxim Western Electric Company à seulement 19 ans. Pour un garçon qui avait tant galéré dans la pauvreté, c'était un exploit incroyable, et Henry avait l'impression d'avoir enfin réussi dans la vie. Mais le destin en a décidé autrement. Moins de 3 ans plus tard, l'entreprise a fait faillite, et la vie d'Henry est retombée dans l'incertitude. Mais cette fois, Henry n'allait laisser personne reprendre le contrôle de sa vie. À 21 ans, il était bien décidé à construire son propre avenir, et la meilleure façon d'y arriver, c'était de monter sa propre boîte de machines électriques. Le seul souci, c'est qu'il n'avait que 20 balles en poche. Alors, comment il allait faire? Avec le peu d'argent qu'il avait, Henry s'est tourné vers son pote et collègue ingénieur Ernest Claremont pour leur proposer un partenariat. Quitter son job pour lancer une boîte de zéro, c'était un gros pari pour Ernest, mais il croyait en Henry et en sa détermination sans faille. Du coup, il a emprunté 50 livres à son père et ensemble ils ont lancé F.H. Royce & Company en 1884. Avec leur budget limité, leur début était forcément modeste. Ils ont loué un petit atelier à Manchester où ils vivaient dans une toute petite chambre à l'étage, dormant et mangeant dans des hamacs. Sandwich et saucisses étaient leur quotidien pendant presque 1 an, le temps de bâtir leur affaire, que Ernest a plus tard accusé de leurs problèmes digestifs des années après. Malgré les galères, Henry bossait sans relâche à concevoir et construire des appareils électriques. Des accessoires bien meilleurs que tout ce qui se faisait sur le marché. Et ce n'est pas passé longtemps avant qu'il ne fasse sa première percée en 1885 avec la sonnette électrique. Ces sonnettes électriques sont vite devenues un énorme succès, et en quelques années,
Henry créait des produits plus complexes comme des moteurs, des dynamos et des grues électriques. Leur réputation de qualité et de précision a fait le succès de l'entreprise tout au long des années 1890, et en 1900, ils avaient plus de 100 employés et un chiffre d'affaires annuel dépassant les 20 000 points, l'équivalent de plusieurs millions aujourd'hui. Mais pendant que Henry profitait de ce nouveau succès, c'est aussi à cette époque que de grosses boîtes américaines comme Westinghouse et General Electric ont commencé à débarquer sur le marché britannique, ce qui a fait chuter les prix de l'électronique. Rapidement, pas mal d'entreprises d'ingénierie britanniques ont commencé à galérer, y compris celle de Royce. Avec la baisse des profits, la santé physique et mentale de Henry a aussi commencé à se dégrader à cause du stress lié à son business, au point qu'il a décidé d'aller voir un médecin. Le docteur lui a donné un conseil simple et direct, prends l'air frais et repose-toi. On lui a même conseillé d'acheter une voiture pour pouvoir se déplacer plus facilement entre son usine et chez lui. Suivant ce conseil, Henry Body a utilisé un quadricycle d'ion-butan. Mais ce véhicule, c'était vraiment la déception totale. En gros, c'était deux vélos côte à côte, motorisés par un moteur monocylindre. C'était lourd, difficile à démarrer, et les freins étaient vraiment nuls. À l'époque, les voitures étaient encore des machines artisanales très basiques, faites à la main. Beaucoup de défauts de conception, et la plupart des gens ne les voyaient pas comme un moyen de transport pratique, mais plutôt comme un jouet pour les riches, car c'était des trucs très chers et souvent pas fiables. Malgré ces défauts, Henry est devenu passionné par les voitures, et pendant qu'il prenait une pause de son entreprise pour se remettre, il s'est mis à apprendre la mécanique automobile. Ce qui avait commencé comme un conseil médical est vite devenu une vraie obsession pour Henry, et bientôt une nouvelle idée business a commencé à prendre forme. Et si au lieu de vendre des machines électriques, il fabriquait et vendait les bagnoles? Au début du XXe siècle, la plupart des gens trouvaient les voitures inutiles. Mais Henry, lui, était un des rares à en être vraiment fan. Du coup, quand il est revenu de sa pause, il s'est assuré de choper l'un des meilleurs modèles qu'il pouvait trouver, une deux-coils 2 cylindres. Pourtant, même cette voiture bien réputée ne faisait pas le poids face aux exigences de Monsieur Henry Royce. C'était trop bruyant, les freins étaient pas efficaces, et le moteur avait des problèmes de surchauffe. En fait, quand Henry est allé chercher la voiture, elle n'a même pas voulu démarrer. En voyant sa face à ces problèmes, Henry a décidé de s'en occuper lui-même et a vite commencé à améliorer la voiture de toutes les façons possibles. Au final, en reconstruisant la voiture selon ses propres critères, il a fini par repenser entièrement le véhicule. Le résultat était une voiture bien meilleure que la Decauville d'origine. C'est là qu'Henry s'est dit qu'au lieu d'améliorer des voitures, il devrait créer les siennes et commencer à les vendre sur le marché automobile en plein essor. Il a donc rassemblé une petite équipe dans son atelier et a commencé à construire son premier prototype, en prenant une autre Decauville comme base. Henry a démonté toute la bagnole et a étudié chaque pièce dans les moindres détails pour améliorer ou remplacer chacune avec ses propres modèles. En plus, Henry s'y connaissait en électrotechnique et a intégré pas mal de ces technologies dans son prototype en 1904, il a enfin terminé sa première voiture, qu'il a appelée la Royce 10. La Royce 10, c'était un vrai bijou d'ingénierie, plus silencieuse, plus légère, plus fiable et plus agréable à conduire que toutes les autres voitures de l'époque. En voyant l'efficacité de son design, Henry il a construit deux autres prototypes basés sur le même modèle, en donnant un à son associé, Ernest, et en vendant l'autre à un de leurs actionnaires, Henry Edmin. Edmin a tellement kiffé la voiture qu'il la conduisait partout en ville, se vantant auprès de tout le monde d'avoir acheté la meilleure voiture d'Angleterre. Ces dires ont fini par attirer l'attention de l'un des concessionnaires automobiles les plus connus d'Angleterre et du deuxième personnage clé de l'histoire de Rolls-Royce, Charles Rolls. Charles Rolls est né en 1877 dans une famille issue d'une famille bourgeoise à Londres, il est le Benjamin du Lord et de la Lady Longatuck. Contrairement à Royce, Charles avait tout sur un plateau, le fric, les relations, et les opportunités. Mais alors que cette vie de privilégié aurait dû lui assurer une existence tranquille, Charles préférait tripoter des moteurs, ce qui lui a valu le surnom de Dirty Rolls parmi ses potes. Sa passion pour les machines l'a poussé à étudier le génie mécanique et les sciences appliquées à la prestigieuse université de Cambridge. À 18 ans, il est parti en France pour acheter sa première voiture en 1896, une Peugeot Fion, fut la première voiture amenée à Cambridge et l'une des 3 premières possédées au pays de Galles. Charles Rowe est rapidement devenu passionné de courses automobiles, participant même et remportant l'épreuve de fiabilité de 1000 miles entre Londres et Édimbourg en 1900. Même si les courses étaient hyper dangereuses, surtout à l'époque, ça ne l'a jamais arrêté. Au contraire, il adorait le chaos. Et ce n'était pas juste pour l'adrénaline.
Charles voulait montrer au monde ce que les voitures pouvaient faire. Pourtant, il était frustré que la plupart des gens en Grande-Bretagne doivent aller à l'étranger pour acheter leur voiture. Alors, avec l'argent de son père, il s'est associé à un ami, Claude Johnson, et ils ont ouvert en 1902 l'un des premiers garages automobiles en Grande-Bretagne, CS Rolls & Company. Le garage importait surtout des voitures de luxe françaises et belges, comme Peugeot et Manurva, qu'il revendait à un nombre croissant de passionnés fortunés. Son charisme et son sens des affaires ont vraiment fait la différence. À succès, et dès 1903, CS Rolls cartonnait, ce qui a permis à Charles d'ouvrir encore plus de concessions partout dans le pays. Pourtant, Rolls n'était pas satisfait de ne vendre que des voitures étrangères. La Grande-Bretagne n'avait pas encore de constructeur automobile bien établi, alors Charles rêvait toujours de trouver un fabricant britannique fiable avec qui s'associer. C'est là que son pote Henry Edmin lui a parlé de la Rolls-10 qu'il venait d'acheter. Pendant qu'Edmin vantait à fond la fiabilité et le silence de la voiture, Charles a tout de suite décroché quand il a appris qu'il avait un moteur 2 cylindres. Pour lui, les voitures 2 cylindres étaient largement inférieures aux modèles 3 et 4 cylindres qu'il vendait. Alors, pendant les semaines qui suivirent, il évita Edmond, mais Edmond resta obstiné, poussant son ami à rencontrer Henry Royce. Finalement, il réussit à convaincre Henry de laisser la Rolls-10 être testée lors d'un événement d'un club automobile auquel il savait que Charles assisterait. Le jour de l'événement, la voiture d'Henry contrastait fortement avec les voitures bruyantes et peu fiables qui dominaient le marché. Charles ne pouvait pas ignorer cette voiture. Plus maintenant. Il a contacté Edmond, qui a vite organisé une rencontre avec Henry Royce à Manchester. Pendant la réunion, Henry a tendu les clés de la Rolls-10 à Charles, l'invitant à faire un essai. À la fin du trajet, Charles était complètement convaincu. Le moteur tout en douceur et la précision de la fabrication l'avaient vraiment impressionné. Ce même soir, il a ramené la voiture à Londres et a réveillé son associé en lui déclarant « Je viens de trouver le meilleur ingénieur automobile du monde ». En décembre 1904, le partenariat, la collaboration entre Henry et Charles est devenue officielle, et l'aventure Rolls-Royce a finalement vu le jour. Malgré leurs origines très différentes, leur partenariat était un parfait équilibre entre savoir-faire et ambition. Henry s'occupait de l'ingénierie et du design. Tandis que Charles utilisait son charme, ses relations sociales et sa passion débordante pour les voitures pour construire la réputation de la boîte et attirer une clientèle huppée. Rapidement, ils ont présenté 4 modèles au Salon de l'Auto de Paris, nommés d'après leur puissance en chevaux, avec des prix autour de 395 points et 890 livres sterling, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 80 000 à 180 000 $. Malgré ces prix élevés, il était clair dès le départ que ces voitures étaient spéciales. La douceur de conduite, le silence et la fiabilité de Rolls-Royce se démarquaient des concurrents, souvent bruyants, capricieux et sujets aux pannes. Rapidement, les commandes ont afflué, et Rolls vendait autant de voitures que Royce pouvait en fabriquer. Pour promouvoir ces voitures, Rolls-Royce a participé à des courses prestigieuses comme le TT de l'île de Man, qu'ils ont remporté en 1906. A même battu de nouveaux records de vitesse dans le processus. Ces victoires ont ancré Rolls-Royce comme une marque haut de gamme, ce qui a boosté la demande pour ces voitures. Mais ce n'est qu'avec la sortie de la Silver Ghost en 1907 que la boîte s'est vraiment imposée comme le summum de la fiabilité automobile. Son moteur 7 litres 6 cylindres avait une lubrification pressurisée, une double allumage, et une carburation avancée, offrant une puissance d'une douceur incroyable. Claude Johnson, qui est maintenant marketeur et directeur général chez Rolls-Royce, a même réussi un coup de pub. Claude a fait un coup pour montrer à quel point la voiture était fluide en posant un verre d'eau sur le moteur en marche sans renverser une goutte. Encore plus impressionnant, il a emmené la Silver Ghost à un test d'endurance très médiatisé où la voiture a roulé 15 000 miles non-stop, jour et nuit pendant 2 mois et demi, sauf les dimanches, sans aucun problème mécanique. Cette performance a poussé un journaliste à la qualifier de meilleure voiture du monde, une affirmation que Rolls-Royce a vite adoptée. La Silver Ghost est vite devenue la voiture préférée des rois, des reines et des grands patrons de l'industrie. Les riches du monde entier se bousculaient pour mettre la main sur cette voiture. Et à la fin de sa production en 1927, près de 7 900 Silver Ghost avaient été fabriqués et vendus. Malheureusement, Charles Royce n'était plus là pour voir le succès grandissant de l'entreprise. En plus de son amour pour les voitures, Charles était aussi passionné d'aviation et il a fini par démissionner de son poste de directeur technique pour se consacrer pleinement au pilotage. Il a même poussé Henry à lui concevoir un moteur d'avion. Mais Henry il a décliné, se concentrant uniquement sur les voitures. Pourtant, Charles est devenu le 2e gars en Grande-Bretagne à obtenir un permis de pilote et il s'est vite payé un bon avion avec lequel il a fait plus de 200 vols.
En 1910, il a été le premier à faire un vol sans escale aller-retour à travers la Manche, un exploit qui l'a rendu super célèbre dans le pays. Mais sa gloire n'a pas duré. Un mois plus tard, pendant un show aérien à Bournemouth, la queue de son avion s'est cassée en plein vol. L'appareil est tombé en piqué, et lui, à seulement 33 ans, Charles Royce est malheureusement devenu le premier Britannique à mourir dans un accident d'avion. Sa mort a jeté une ombre lourde sur Rolls-Royce, surtout sur Henry, qui pleurait profondément la perte de son ami proche. Pendant ce temps, Claude Johnson devenait de plus en plus inquiet. Non seulement il avait perdu un associé, mais la santé d'Henry se dégradait à toute vitesse. Et si rien n'était fait rapidement, Rolls-Royce risquait de perdre aussi son ingénieur génial. En 1911, on a diagnostiqué un cancer du côlon à Henry Royce. Immédiatement après, Claude Johnson l'a fait transférer à Londres, où les spécialistes ont pratiqué une grosse opération. Malgré ça, le pronostic était vraiment mauvais et les médecins donnaient à Henry seulement 3 mois à vivre. Pourtant, Johnson trouvait qu'ils étaient trop pessimistes et dès que Henry a commencé à montrer des signes d'amélioration, il l'a emmené à Overstrand, un petit village tranquille de Norfolk au bord de la mer, en espérant que l'air frais l'aiderait à se rétablir. Il a ensuite engagé une infirmière pour s'occuper de Henry, qui l'accompagnait même quand il cherchait des climats plus doux, de la France à l'Italie, et même en Égypte pendant les hivers. Malgré sa santé fragile, Royce a continué à peaufiner le design et l'ingénierie de la Silver Ghost, même depuis son lit. Miracle, il a récupéré sa force petit à petit, et en 1912, Henry était de retour à l'usine Rolls-Royce, frais et dispo pour bosser à nouveau. Il ne pouvait pas tomber mieux, parce que le monde s'acheminait vers un krach économique. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, et des voitures de luxe comme les Rolls-Royce, c'était clairement pas ce dont les gens avaient besoin. Les ventes ont dégringolé et la boîte a dû licencier pour tenir le coup. Mais alors que la guerre continuait de s'intensifier, Henry a vu une opportunité. En comprenant que l'armée avait besoin de véhicules fiables et performants, Rolls-Royce a collaboré avec l'armée britannique pour fournir plus de 100 châssis et moteurs de Silver Ghost, qui ont ensuite été transformés en ambulances et en véhicules blindés. Certains étaient même équipés de mitrailleuses rotatives. Ces véhicules se sont révélés super efficaces grâce à leur performance constante, même dans des conditions extrêmes. Pourtant, ça n'a pas suffi à sauver complètement l'entreprise. Heureusement, leur réputation d'excellence a permis de plus d'opportunités. Jusqu'à ce moment-là, le gouvernement britannique comptait beaucoup sur les fabricants français pour les moteurs d'avion. Du coup, ils ont demandé à Henry de concevoir et produire un moteur britannique basé à l'origine sur le Silver Ghost. Même depuis son lit. Miracle, il a récupéré sa force petit à petit, et en 1912, Henry était de retour à l'usine Rolls-Royce, frais et dispo pour bosser à nouveau. Il ne pouvait pas tomber mieux, parce que le monde s'acheminait vers un krach économique. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, et des voitures de luxe comme les Rolls-Royce, c'était clairement pas ce dont les gens avaient besoin. Les ventes ont dégringolé et la boîte a dû licencier pour tenir le coup. Mais alors que la guerre continuait de s'intensifier, Henry a vu une opportunité. En comprenant que l'armée avait besoin de véhicules fiables et performants, Rolls-Royce a collaboré avec l'armée britannique pour fournir plus de 100 châssis et moteurs de Silver Ghost, qui ont ensuite été transformés en ambulances et en véhicules blindés. Certains étaient même équipés de mitrailleuses rotatives. Ces véhicules se sont révélés super efficaces grâce à leur performance constante, même dans des conditions extrêmes. Pourtant, ça n'a pas suffi à sauver complètement l'entreprise. Heureusement, leur réputation d'excellence a permis de plus d'opportunités. Jusqu'à ce moment-là, le gouvernement britannique comptait beaucoup sur les fabricants français pour les moteurs d'avion. Du coup, ils ont demandé à Henry de concevoir et produire un moteur britannique basé à l'origine sur le Silver Ghost. Au début, Henry a refusé, pensant que c'était impossible, mais avec la boîte au bord de la faillite, il a fini par accepter. Pendant l'année qui a suivi, Henry et son équipe ont bossé sans relâche depuis chez lui, souvent au détriment de sa santé, et en 1915, ils avaient mis au point un chef-d'œuvre à 12 cylindres qui a dépassé toutes les attentes, la Rolls-Royce Eagle. L'Eagle était plus légère, plus fiable et consommait moins de carburant que toutes les autres sur le marché. Dans les années qui ont suivi, Rolls-Royce a fourni des milliers de moteurs d'avion à l'armée britannique, leur donnant un avantage considérable en combat aérien et jouant un rôle crucial dans la victoire des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Grâce au génie d'Henry, sa boîte non seulement a survécu à la guerre, mais en est sortie plus forte, ce qui lui a permis de s'imposer solidement dans l'aviation. Industrie. En fait, à la fin des années 1920,
les moteurs d'avion représentaient la majeure partie du business de Rolls-Royce. En même temps, la demande pour leurs voitures a explosé après la guerre, créant un retard de production de 3 ans dès 1921. Pour répondre à la demande, Rolls-Royce a ouvert une nouvelle usine à Springfield, dans le Massachusetts, d'où près de 3000 voitures ont été sorties pendant la décennie suivante. Mais avec la concurrence qui montait, venant de marques haut de gamme comme Bentley, Cadillac et Hispano-Suiza, Rolls-Royce avait besoin d'un modèle vraiment marquant pour garder sa place de leader. Alors Henry s'est mis au boulot sur une nouvelle voiture, une qui allait transformer Rolls-Royce en l'un des constructeurs de voitures les plus luxueux au monde. En 1925, Rolls-Royce a dévoilé le successeur de la Silver Ghost, la Phantom 1. Pensée pour un luxe et des performances de pointe, la Phantom avait un moteur plus gros que son prédécesseur, avec des freins aux 4 roues et un châssis, une suspension et une direction améliorées. Elle pouvait aussi atteindre les 145 km/h, un sacré exploit à l'époque. La Phantom 1 a cartonné direct et a changé la donne. Et la perception publique de Rolls-Royce est passée de fiable à luxueuse. Ça a poussé Henry à améliorer encore la voiture, ce qui a donné la Phantom 2 en 1929, qui a aussi été très bien accueillie. Mais ensuite est arrivée la Grande Dépression. L'économie mondiale s'est effondrée et beaucoup de constructeurs automobiles ont fait faillite. Heureusement, Henry avait déjà lancé un modèle plus abordable. La Rolls-Royce 2025, qui a rencontré un vrai succès et est devenue le best-seller de la marque entre les deux guerres. Grâce à ça, Rolls-Royce a réussi à s'en sortir et la Grande Dépression et a même racheté l'un de ses principaux concurrents, Bentley Motors, qui a fait faillite en 1931. Après avoir arrêté ses modèles et liquidé tous les actifs restants, Bentley a été transféré à l'usine Rolls-Royce de Derby, où les deux marques ont commencé à partager châssis et moteurs pour fabriquer leurs voitures pendant les 70 années suivantes. 2 ans plus tard, Rolls-Royce a lancé un nouveau modèle, la Bentley 3,5L, qui a rencontré un succès immédiat. Présentée comme la voiture de sport silencieuse, elle offrait un mélange efficace de puissance sans effort et ce style a poussé beaucoup à le considérer comme l'une des meilleures voitures de son époque, au point d'impressionner le fondateur de Bentley lui-même. Malheureusement, Henry Royce n'était plus là pour voir son lancement. Les longues années de travail acharné et de mauvaises habitudes de vie avaient finalement eu raison de lui, et en 1933, à 70 ans, Henry était cloué au lit. Pourtant, même si son corps lâchait, il n'a jamais cessé de bosser. La veille de sa mort, il a griffonné un dessin d'amortisseur réglable pour un modèle à venir et a demandé qu'on l'envoie point l'usine. Quand son dessin est arrivé le lendemain matin, Henry Royce était déjà décédé. Malgré sa mort, la boîte a continué à cartonner, et en 1936, le dernier modèle sur lequel Henry avait bossé a enfin été lancé, la Phantom 3. La Phantom 3 était la première Rolls-Royce à avoir un moteur V12, offrant une performance fluide et puissante, tellement raffinée que les passagers entendaient à peine le moteur tourner. C'était la voiture de luxe la plus avancée techniquement au monde, et la préférée des royautés et de l'élite sociale pouvait se le permettre, car le châssis et le moteur coûtaient à eux seuls le prix de 6 maisons moyennes à l'époque. Même si la Phantom 3 a aidé à renforcer la renommée de Rolls-Royce, sa production a été arrêtée seulement 3 ans plus tard. La Seconde Guerre mondiale avait éclaté, et la guerre ainsi que ses conséquences allaient poser de nouveaux défis à Rolls-Royce, qui allait encore une fois redéfinir l'entreprise. Avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Rolls-Royce a complètement stoppé la production de voitures pour se concentrer uniquement sur la fabrication de ses moteurs d'avion Merlin. Des moteurs pour l'effort de guerre. Développé au départ en 1933, le Merlin a d'abord souffert de problèmes de fiabilité. Mais après des années d'amélioration et de nouvelles versions, il est devenu l'un des moteurs d'avion les plus puissants et fiables de son époque. Le Merlin a équipé certains des avions de chasse les plus emblématiques de la guerre, comme le Spitfire, le Hurricane et le Mustang, jouant un rôle clé dans la victoire des Alliés. En 1945, Rolls-Royce avait produit plus de 160 000 moteurs Merlin en 52 variantes. Consolidant sa réputation comme l'un des meilleurs fabricants de moteurs d'avion au monde. Après la guerre, Rolls-Royce a repris la production de voitures. Mais le monde avait changé, tout comme l'industrie automobile. Les techniques de production de masse, perfectionnées pendant la guerre, imposaient désormais de nouvelles normes, rendant les voitures entièrement assemblées indispensables pour répondre au marché d'après-guerre. Et jusqu'à ce moment-là, Rolls-Royce ne fabriquait que les châssis et les moteurs, laissant la carrosserie aux carrossiers indépendants qui adaptaient chaque modèle au goût de chacun. Acheteur. Du coup, Rolls-Royce a lancé la Silver Dawn en 1949, leur premier modèle avec une carrosserie fabriquée en interne. Ensuite est arrivée la Silver Cloud en 1955, qui a cartonné grâce à son mix réussi de luxe et de design moderne.
De leur côté, les Bentley avaient des carrosseries quasiment identiques à celles des Rolls-Royce, la seule différence étant la calandre et l'emblème. En affinant leur façon de fabriquer, la marque a misé encore plus sur le ultra-luxe, en ajoutant des options comme rasoirs électriques et caves à cigares pour ses voitures. Ce prestige a culminé avec la Silver Shadow, lancée au milieu des années 60. Avec plus de 34 000 exemplaires vendus entre 1965 et 1980, c'est devenu le modèle le plus vendu de l'histoire de Rolls-Royce. Mais avec la croissance est venue la démesure, et Rolls-Royce allait tomber victime de ses propres ambitions. À la fin des années 60, Rolls-Royce voulait dominer le marché de l'aviation, entrant en compétition féroce avec General Electric. Ça les a poussés à s'associer avec Lockheed Aircraft Corporation pour développer le RB211, un moteur à réaction révolutionnaire censé être plus léger, plus puissant et plus économe en carburant que ses concurrents. Mais très vite, des problèmes techniques sont apparus. Le moteur consommait trop de carburant, fuyait de l'huile, et ses pales en fibre de carbone se cassaient régulièrement sous la pression. Ces galères ont obligé les ingénieurs à repartir de zéro plusieurs fois, ce qui a fait exploser les coûts de la boîte. En février 1971, Rolls-Royce croulait sous plus de 200 millions de livres de dette, presque le double de ce qu'ils avaient prévu. Peu de temps après, ils ont fait faillite. La nouvelle a pris tout le monde de court, surtout le gouvernement britannique, qui en reconnaissait l'importance stratégique et défensive. Du coup, ça a été déclaré urgence nationale et le gouvernement est vite intervenu pour nationaliser la division aérospatiale tout en séparant la division automobile Rolls-Royce en 1973. Cette restructuration a permis à Rolls-Royce de finir par achever le RB211, qui allait devenir un vrai succès. En fait, c'était, grâce à ce moteur, Rolls-Royce est devenu un leader mondial dans l'industrie des moteurs d'avion, fournissant des moteurs pour des avions commerciaux majeurs comme l'Airbus 320 et le Boeing 747. Pendant ce temps, Rolls-Royce Motor a été racheté par Vickers en 1980, mais a eu du mal à rester rentable dans les années qui ont suivi. Du coup, en 1998, ils ont vendu la boîte à Volkswagen, qui à l'époque rachetait plusieurs marques automobiles en difficulté. Mais c'est là que ça s'est compliqué. Même si Volkswagen possédait maintenant Bentley, la marque Rolls-Royce l'usine, ainsi que les droits sur le Parthenon Grill et le Spirit of Ecstasy, mais ils n'avaient pas les droits sur le nom et le logo Rolls-Royce. Ces droits ont été acquis par BMW peu après, ce qui voulait dire que Volkswagen pouvait fabriquer des voitures Rolls-Royce sans pouvoir les appeler Rolls-Royce, tandis que BMW pouvait fabriquer des voitures portant le nom Rolls-Royce, mais sans les éléments de design emblématiques. Finalement, les deux entreprises sont arrivées à un accord. Et en 2003, BMW a obtenu le contrôle total des voitures Rolls-Royce Motor, tandis que Volkswagen gardait la propriété de Bentley a finalement séparé les deux marques et a pris sa propre direction avec ses propres designs. La même année, Rolls-Royce a ouvert une nouvelle usine à Goodwood, en Angleterre, et a lancé la Phantom 7. Avec un engagement renouvelé pour plus de puissance, la Phantom 7 était équipée d'un moteur V12 de 6,8 litres, capable de faire passer la voiture de presque 3 tonnes de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. La voiture était aussi super personnalisable. Ce qui la rendait encore plus unique. Les clients pouvaient choisir n'importe quelle couleur pour l'extérieur et l'intérieur, ainsi qu'un large choix de matériaux haut de gamme. Cette approche sur mesure est devenue la marque de fabrique de Rolls-Royce, lui permettant de dominer le marché du luxe ultra haut de gamme. Après son retour en force, la marque a élargi la gamme Phantom et lancé de nouveaux modèles comme la Ghost, la Ret et la Dawn. En 2018, elle a sorti le Cullinan, son premier SUV, devenu aujourd'hui son véhicule le plus vendu. Mais en 2024, Rolls-Royce a dévoilé son modèle le plus exclusif et personnalisé à ce jour, la Larose Noire Droptail, qui est devenue la voiture neuve la plus chère de tous les temps, avec un prix hallucinant de 30 millions de dollars. Aujourd'hui, Rolls-Royce vend environ 6000 voitures par an. Pendant ce temps, sa division aérospatiale reste l'un des meilleurs fournisseurs de moteurs d'avion au monde, avec une capitalisation boursière qui dépasse les 84 milliards de dollars. Voici l'histoire d'un gamin pauvre qui vendait des journaux et avait à peine de quoi manger, et qui a créé la marque de voiture la plus luxueuse au monde, Rolls-Royce.